Santé, prévoyance, épargne, retraite. Il est 19h, vous êtes sur France 3 Alpes, merci d'être avec nous. L'actualité ce soir est évidemment marquée par le début du procès des émeutes de Moirans. Souvenez-vous, il y a moins d'un an, la petite ville de l'Isère avait été la cible de violentes émeutes. Depuis ce matin, 12 personnes comparaissent devant le tribunal de Grenoble pour un procès sous tension qui doit durer 2 semaines. Nous irons aussi en Savoie où les infirmières libérales qui exercent en zone de montagne sont en grève. Elles dénoncent les nouvelles indemnités kilométriques qui leur sont imposées par l'assurance maladie. Résultat, c'est une belle pagaille pour les patients obligés de se déplacer jusqu'au cabinet. Et puis à Grenoble, les détails du nouveau plan de circulation ont été dévoilés. Certaines rues vont devenir piétonnes, des autoroutes à vélo vont être créées. D'ici à 2 ans, un vrai chamboulement va être opéré. Vous allez voir que tout cela ne fait pas forcément que des heureux. À 19h25 dans son journal national, Carole Gessler reviendra, elle, sur le tarif des autoroutes pour financer une trentaine de chantiers. Le gouvernement va mettre les automobilistes à contribution. La France est pourtant déjà l'un des pays européens où les prix sont les plus élevés. Et puis la classe politique unie le temps d'une cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme. Mais comment se reconstruire après une telle épreuve? Vous entendrez le témoignage de 2 femmes qui ont perdu un proche. Mais d'abord, donc, ils sont 12 personnes à la barre du tribunal de Grenoble, tous accusés d'avoir participé ou provoqué les émeutes de Moirans. En octobre dernier, la petite ville de l'Isère avait été le théâtre de violences pendant toute une soirée. Aujourd'hui, le procès s'est ouvert sous haute surveillance. Céline Aubert-Aigré et Dominique Bourget étaient sur place. Effondrée, Adèle Winterstein a quitté la salle en pleine audition. La mère des 2 frères à l'origine des émeutes de Moirans a craqué. Elle n'a pas supporté qu'on évoque le prénom de Stevie, son fils disparu. Qu'on parle de Mike, qui a demandé la permission, elle le conçoit, elle le comprend, elle l'accepte, elle le supporte. Qu'on parle de Stevie, alors que son deuil n'a pas été fait, puisque la cérémonie n'a pas eu lieu dans les conditions qu'elle le souhaitait, elle ne le supporte pas. Autre malaise, autre prévenu. Avec les premières auditions, la tension monte d'un cran. Procès sensible que celui des émeutes de Moirans. Beaucoup d'attentes aussi. Les parties civiles, la commune, la SNCF, les particuliers dont la voiture a été incendiée et qui attendent que les coupables soient désignés. J'avais envie de voir les personnes, j'avais envie de voir à quoi elles ressemblaient. Et puis surtout, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre et puis peut-être que ça apaisera un peu ma colère, je ne sais pas. Les 12 prévenus ont été arrêtés sur la base de relevés téléphoniques, mais aussi grâce à plusieurs vidéos, des films amateurs et ceux de la gendarmerie, diffusés pendant l'audience. Ils ressemblent à ces images que nous avons filmées ce 20 octobre 2015. On y voit des dizaines d'individus, tous encagoulés. Le recoupement de ces images avec les vêtements qui ont été portés par tel ou tel, par exemple des bonnets, par exemple des chaussures, par exemple des survêtements, qui étaient les mêmes vêtements le lendemain au moment des obsèques ou lors du point presse à la mairie, ça a permis des recoupements. Avec ça, il y a également pour quelques-uns de l'ADN qui a été retrouvé. L'identification, c'est le point central de ce procès. Ce film montre juste qu'il y a eu effectivement des événements, ça ne s'est pas contesté. Est-ce qu'il permet de considérer tel ou tel comme coupable? En tout cas, s'agissant de mon client, certainement pas. Le procès des émeutes de Moirans devrait durer 10 à 15 jours. De longs débats qui se poursuivent demain avec l'audition des prévenus. 3 femmes et 9 hommes qui encourent jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Elles sont en grève et ce n'est pas sans conséquence. Les infirmières libérales de Savoie travaillant en zone de montagne ne se déplacent plus chez leurs patients. Elles protestent contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie qui a revu à la baisse leurs indemnités kilométriques. Résultat, la pagaille règne dans les cabinets, comme l'ont constaté à La Plagne, Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Il est 9h du matin, la salle d'attente de ce cabinet infirmier est déjà bondée. Depuis vendredi dernier, les 6 infirmières ne se déplacent plus au domicile de leurs patients. La raison, une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de modifier le calcul de leurs indemnités de déplacement professionnel. On avait un système d'indemnité eurokilométrique qui tenait compte du temps passé sur les routes, temps qui était considéré comme du temps de travail, donc qui était rémunéré. Maintenant, cette notion-là n'existe plus. On fait jusqu'à 40-45 km en aller-retour, voire plus, dans certains endroits. Donc si on ne peut plus facturer le temps passé pour faire ces 60 km, on va travailler à perte.
Les infirmières estiment perdre jusqu'à la moitié de leurs revenus à cause de ce nouveau calcul. Un phénomène qu'elles trouvent particulièrement injuste dans une zone de montagne où elles sont confrontées souvent à de difficiles conditions de circulation. Un samedi de février, un aller-retour dans un village, ça peut nous prendre une demi-journée s'il neige. J'en rajoute pas. Hein. On passe vraiment beaucoup de temps. Vous voyez à la télévision, quand il y a des embouteillages, eh ben nous on est dedans. Et jamais, ça fait 30 ans que j'exerce, jamais on a appelé un patient pour lui dire on ne vient pas, les routes sont mauvaises. C'est jamais arrivé. Jamais. Soutenues par de nombreux élus, les infirmières le sont aussi par leurs patients. Elles doivent être vraiment rémunérées par rapport à ce qu'elles font. C'est tout à fait normal. Même si pour certains, l'heure est à l'inquiétude. J'ai des prothèses, les genoux, la hanche, si je tombe. Car les routes sont verglacées, moi je ne peux pas, j'ai personne pour m'accompagner. Déterminés à se faire entendre, les cabinets infirmiers ont formé un collectif et ont interpellé Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Quant à la direction de la Caisse nationale d'assurance maladie, elle nous a fait part de son souhait de mettre en place à l'avenir des pratiques harmonisées et égalitaires. Une réunion avec l'ensemble des syndicats des métiers de santé devrait être programmée dans les prochaines semaines. Et social, toujours avec cette mobilisation des personnels de l'animation périscolaire. 2 rassemblements ont eu lieu aujourd'hui. Le premier ici à l'image devant la préfecture de l'Isère à Grenoble ce matin et le second à Annecy après-midi. Tous protestent contre la baisse du nombre d'animateurs qui seraient trop peu nombreux par rapport au nombre d'enfants à encadrer. Conséquence, la qualité du service et les conditions de travail se dégradent. Regardez ce reportage tourné lors de la manifestation à Annecy par Ariane Combe et Christian Mathieu. Une quarantaine de manifestants seulement pour toute la Haute-Savoie. Mais expérience professionnelle oblige, les animateurs périscolaires savent donner de la voix. On fait pas de la garderie, on fait pas de la garderie. Plus de moyens pour notre métier, plus de moyens pour notre métier. En cause, les quotas, les taux d'encadrement des enfants. Un décret pris au cœur de l'été prévoit un adulte pour 14 enfants en maternelle, 1 pour 18 pour les plus grands. Des taux auparavant dérogatoires. Un 10 pour 18, ça suffit pas pour travailler dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que ça suffit pour faire du gardiennage. Ça suffit pas pour mettre des activités en place correctes et voilà, et passer du temps avec les enfants pour pouvoir avoir de l'attention pour eux, pour pouvoir garantir leur sécurité, c'est compliqué. On est là pour travailler sur du projet, pour travailler sur l'éducatif, pour travailler sur des notions importantes avec les enfants. On n'est pas là juste effectivement pour faire l'occupationnel. On a un vrai métier qui est très souvent dévalorisé. Aux élus, un message à délivrer. Venez sur le terrain, venez voir comme c'est difficile de travailler avec 1 pour 14 et 1 pour 18. Au-delà des quotas, les animateurs souhaitent une meilleure reconnaissance de leur métier. C'est la première grève nationale dans ce secteur. C'est une petite révolution qui se prépare et déjà, elle fait jaser. Grenoble va revoir son plan de circulation. L'idée est de piétoniser certaines rues, de donner la priorité au vélo avec des axes dédiés pour redynamiser le centre-ville. Mais alors qu'une concertation doit seulement commencer la semaine prochaine, les opposants sont déjà vent debout. Le point avec Marion Feutry et Cédric Picot. Au centre-ville de Grenoble, les usagers vont devoir changer leurs habitudes. La première mesure phare du futur plan de circulation concerne l'un des axes les plus passants, le boulevard Agut-Samba. Les voitures y céderaient la place aux vélos, aux bus et aux taxis. Objectif, piétoniser le centre-ville. On a envie encore plus d'aller au centre-ville, au cœur de ville de Grenoble, pour pouvoir tout simplement y aller y commercer, faire ses achats, pouvoir y aller tout simplement pour pouvoir aller manger en ville, aller boire un verre en ville, aller au cinéma en ville, pour pouvoir se garer plus facilement, parce qu'il y a des parkings en ouvrage et il est important de pouvoir y avoir accès facilement aux parkings en ouvrage qui ne sont pas tous utilisés aujourd'hui. Et puis tout simplement pouvoir y aller en transport en commun et en vélo également, par tous les modes. Donc c'est ça le but, c'est de rendre encore plus attractif le cœur de ville. Un cœur de ville étendu jusqu'au quartier Championnet. Mais cette coupure de la circulation ne fait pas l'unanimité. 15 000 véhicules empruntent chaque jour cet axe qui relie le parc Mistral au quai de l'Isère. Aujourd'hui, on nous donne des solutions pour reporter ces véhicules qui sont insuffisantes en termes de stationnement et insuffisantes pour ne pas congestionner Grenoble. Quand on ferme une route, on ne fait pas disparaître tous les véhicules par un coup de baguette magique. Il faut un plan de circulation et un vrai plan de circulation qui soit réfléchi et nous pensons que ça n'est pas le cas.
Pour traverser Grenoble, il faudrait désormais emprunter d'autres axes, Gambetta, Lesdiguières, Félix-Vialet, où la circulation passerait à double sens. Certains citoyens s'inquiètent de l'impact d'un tel projet. Ils réclament plus de transparence. Études d'impact, expérimentation, tout cela géré par la DREAL, qui sont des gens sérieux professionnels, voilà, surtout pas par les élus, parce qu'alors là, on va nous caviarder les résultats. Et une fois que cela est fait, on verra. Hein. Si ça se trouve, le projet est bon. Pour le moment, on n'est pas capable d'en juger. Nous pensons plutôt que ça va induire plus de congestion, plus de pollution. Une concertation va avoir lieu à partir de lundi prochain pour permettre aux habitants de l'agglo de s'informer sur le projet. Et restons dans les travaux grenoblois. Après 2 années de chantier, la rénovation de la gare est entrée dans sa phase finale. Un bâtiment entièrement remodernisé, rebaptisé pôle d'échange intermodal, car il vise à faciliter la connexion de tous les modes de transport, vélo compris. Une visite de chantier signée Xavier Schmitt, Frédéric Catelin et Jérôme Ducrot. Voici l'une des grandes nouveautés du réaménagement de la gare, les silos à vélo. 2 garages, un pour chaque côté des voies, qui pourront contenir plus de 1000 vélos. C'est une première en France. S'y ajoute une agence de location et de réservation. Vous avez une gare de proximité, vous rendez à la gare soit avec un vélo, soit en voiture, vous prenez le train et vous arrivez à la gare de Grenoble et vous retrouvez éventuellement un deuxième vélo ou votre vélo, si vous en avez qu'un, votre vélo personnel, que vous avez garé en toute sécurité dans les silos vélos. Le chantier, lancé en 2014, est entré dans sa phase finale. Les derniers travaux de la métamorphose de la gare. Elle est rebaptisée pôle d'échange. Elle doit faciliter la connexion de tous les modes de transport. Train, tram, vélo et bus. La gare routière est également repensée. Nous allons donc dans les semaines qui viennent terminer l'aménagement des quais qui se situent tout au nord de la gare routière avec la pose du haut-vent, la réfection des sols et la pose des mobiliers. Autre évolution, une deuxième entrée de la gare sur le nouveau quartier Europol. Et fini la salle d'attente sans confort, place aux espaces détente. De même, le hall central est entièrement reconfiguré. 25 000 voyageurs y transitent chaque jour. L'objectif était d'amener beaucoup plus d'espace. Auparavant, il était relativement encombré et d'amener également de la clarté dans ce hall. Voilà pourquoi donc, le plafond a été complètement rénové. Avant la fin de l'année, un auvent de 200 mètres couvrira à l'extérieur les déplacements des voyageurs. Et la deuxième gare régionale, après Lyon-Part-Dieu, aura un parvis flambant neuf, entièrement piétonnier, hormis les taxis. Elle a finalement bien démissionné. Il y a quelques jours, Catherine Brett a quitté le parc naturel régional du Vercors, dont elle était la présidente. Un départ avec fracas et sur fond de tensions politiques. Avant d'en discuter avec vous, Catherine Brett, je vous propose de revenir sur ce feuilleton de plusieurs mois grâce à Nicolas Danco et Laetitia Dibin. Annoncée courant juillet, la démission de la présidente du parc naturel régional du Vercors est effective depuis le 1er septembre dernier. Élue jusqu'en 2020, la position politique de cette militante écologiste était devenue intenable à l'issue d'un bras de fer qui l'avait opposée au printemps dernier aux élus des nouvelles majorités issues des élections régionales et départementales de 2015 pour l'Isère et la Drôme. Ces derniers ne s'en cachaient même plus et réclamaient la démission sans condition de Catherine Brett, dénonçant des problèmes de gouvernance et un certain déficit démocratique. Pour la pousser un peu plus vers la sortie, le Conseil régional et le Conseil départemental de l'Isère avaient même brandi la menace de couper les vivres. Chose faite le 8 juillet, la région, premier financeur du parc avec 60% du budget, soit un peu plus de 2 millions d'euros, fermait le robinet et décidait de ne pas verser le deuxième acompte. 10 jours après, le parc étranglé financièrement, Catherine Brett jetait l'éponge. Dominique Gimel, premier vice-président, assure l'intérim de la présidence jusqu'au comité syndical prévu à la mi-octobre. Reste l'avenir du parc. La nouvelle majorité régionale ne cache pas vouloir redessiner et surtout réduire ses missions pour les recentrer sur le tourisme, la préservation des espaces remarquables et l'accompagnement au développement des communes. Une politique sans vision ni réel projet, estime Catherine Brett. Catherine Brett, bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invitée ce soir. Bonsoir. Alors on l'a entendu, est-ce qu'on peut dire que ce soir, votre départ est très clairement politique ? Alors, politique au sens noble du terme peut-être, mais pas dans le sens que M. Wauquiez et ses amis l'ont fait. C'est-à-dire que c'est plus de la politique politicienne à court terme. J'ai été élue alors que... Vous étiez élue jusqu'en 2020. Voilà, j'ai été élue jusqu'en 2020, 2 fois, en juin 2014 en tant que conseillère départementale, en juin 2015 en tant que
conseillère municipale, puisque le parc a pour tradition d'élire des conseillers qui émanent des communes. Voilà. Donc, vous êtes militant écologiste, Laurent Wauquiez de droite. Oui, ceci explique cela? Alors, c'est ce qu'il prétend, mais moi, je n'ai jamais fait état de mes convictions politiques, ni à aucune occasion. Et j'avais moi-même fait un exécutif extrêmement pluriel, avec essentiellement des élus locaux qui représentent les 8 territoires du parc, plus que leur étiquette politique. Alors, vous m'excuserez l'expression, mais est-ce que ça veut dire que votre successeur sera à la botte du Conseil régional? Eh bien, je pense, puisque les dés sont jetés, le comité syndical qui élit le nouveau président ou la nouvelle présidente est ainsi fait que les conseillers régionaux ont beaucoup plus de voix, chacun, qu'un conseiller communal. Concrètement, ça pourrait changer quoi? Est-ce que ça veut dire que Laurent Wauquiez va modifier la nature de ce parc naturel du Vercors? Qu'est-ce qui va changer? Notre inquiétude, elle est que dès que M. Wauquiez est arrivé, même dans sa campagne, il a critiqué le fonctionnement des parcs. C'est ce qui a fait que je me suis un peu obstinée à ferrailler avec les nouveaux conseillers régionaux qui sont maintenant au bureau du parc. C'est qu'on ne voit pas ce qu'ils vont faire, si ce n'est asphyxier tranquillement le parc. Contrairement à ce que M. Wauquiez nous parle de bouffée d'oxygène. La région affirme qu'elle veut donner davantage la priorité au tourisme, au développement du tourisme. C'est ce qu'on fait. Mais l'émission d'un parc, c'est très clairement dit dans le décret, parce que c'est un label qui est remis par le ministre de l'écologie, le ministère de l'écologie. Les missions sont beaucoup plus larges. C'est un outil de développement d'un territoire, un développement qui tient compte des richesses environnementales, mais qui a un but économique. Et dans le développement économique, il y a bien sûr le tourisme, mais un tourisme qui tienne compte des acteurs du territoire pour qu'ils aient un revenu décent de ces activités, pas n'importe quel tourisme. Merci beaucoup Catherine Brett d'avoir été notre invitée ce soir. Catherine Brett, présidente démissionnaire du Parc naturel régional du Vercors. Merci beaucoup. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt dans l'après-midi. Un mot d'économie avec cette bien mauvaise nouvelle. La France n'est plus la première destination mondiale pour les sports d'hiver. L'Hexagone a été détrôné l'an dernier par les États-Unis. 52 millions de journées ski ont été enregistrées dans le pays, soit une baisse de 3%. Tous les détails sont à retrouver sur notre site internet alpes.france3.fr. Notre sujet Grande Région vous emmène ce soir dans la Loire, mais pour évoquer un problème qui concerne aussi les producteurs de fromage savoyards, notamment dans le cadre du traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Les AOP, appellations d'origine protégée, sont menacées de disparition. Le reblochon ou le Beaufort pourraient être copiés sans vergogne, tout comme la ricotte de Condrieu. C'est l'exemple qu'ont choisi Sylvie Cozzolino et Thierry Swiderski. C'est un petit tour de main que seuls les producteurs de fromage maîtrisent. Retourner le produit encore frais sans le casser pour lui donner forme et consistance. Une phase du processus de fabrication de la rigotte de Condrieu, labellisée AOP, appellation d'origine protégée depuis 2013, et dont les frères Boucher sont très fiers. On s'est battu pour avoir l'AOP parce qu'on a le sentiment d'avoir un fromage, un vrai produit de terroir qui représente vraiment notre façon de travailler et notre façon de vivre aussi. Le fromage, c'est un peu l'histoire des gens. Donc c'est vrai qu'on y est accroché, on est très accroché. André et Claude transforment le lait de leurs 250 chèvres dans la petite exploitation familiale transmise par leur père. Ils sont 20 producteurs comme eux à participer à la réputation de la rigotte dans ce périmètre. L'AOP les protège de toute imitation au niveau européen, mais le Canada n'a pas encore reconnu toutes les AOP françaises, dont celle de la rigotte, qui pourrait faire l'objet de copies sans possibilité pour les producteurs de se défendre. Claude, lui, a du mal à y croire. C'est un produit au lait cru. C'est un produit qui n'est pas simple à mettre en œuvre, donc je ne suis pas trop inquiet. Je me dis, voilà, la valeur ajoutée sur la rigotte n'est pas très importante, donc il y a peu d'intérêt à ce que la rigotte soit copiée. Ils pourront peut-être avoir le nom, mais ils ne pourront pas avoir le pilat au Canada. Comme nous, on n'aura pas les rocheuses en France. Je pense que
ils ont certainement beaucoup d'atouts et qui travaillent avec leurs atouts. Peut-être avant de se dire on va aller piquer les atouts des autres. On saura d'ici quelques jours si le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada reconnaît les AOP de 32 fromages français protégés, dont 13 de la région, et qui sont actuellement sur la sellette. En attendant, vous savez ce que disent les chèvres du Pilat au Canada? Et à noter que ce soir, dans un communiqué qui vient tout juste de tomber, la Commission européenne réfute les arguments développés dans ce reportage. Elle explique que selon elle, les AOP continueront à bénéficier d'une protection maximale. Direction maintenant le Beaujolais. Là-bas, les vendanges viennent tout juste de commencer. Elles devraient durer un peu plus de 3 semaines et la récolte s'annonce bien meilleure que l'an dernier. Reportage dans les vignes de Jean Perrier et Pierre Lachaud. Ils sont plus d'une vingtaine, ont attaqué la vendange samedi. Une équipe très hétéroclite, 6 nationalités représentées. Le Beaujolais et sa notoriété restent attractifs. Tous sont logés. Pas mal d'habitués, mais aussi des néophytes n'ayant jamais vu sur pied des grappes de raisin, ni manier l'épinette, le sécateur des vendangeurs. Au début, on leur apprend à faire. Et après, l'ambiance, l'activité rapide vient naturellement. Voilà. Donc au fil des jours, le rythme s'accélère? Oui, bien sûr. Jusqu'à la fatigue? Jusqu'à la fatigue, bien sûr. La douleur, c'est la première chose qui arrive le plus vite. Et après, on s'habitue et on tient le coup. Les journées commencent à 7h30, permettent de ramasser 1,5 hectare d'un raisin où, sauf parcelle grêlée, les rendements sont là, avec des grappes riches en sucre. Il y a eu mieux, mais il est bien. Bien mûr? Bien mûr, il est juste comme il faut. Un petit peu de tri de temps en temps, suivant la pourriture, mais dans l'ensemble, très bien. Trié, puis encuvé tel quel, ici, le raisin ne sera égrappé que dans 9-10 jours à la sortie des cuves avant d'être élevé tout l'hiver. Là, on saura si ça sera bon ou pas, mais déjà, on y croit. Il y a un très bel état sanitaire, on voit qu'il y a une belle maturité, il y a des très belles couleurs, ça devrait aller faire un bon millésime. Allez, on y retourne là. Casse-route, c'est fini. Ici, fin de la récolte ce week-end, les vendanges en Beaujolais devraient, elles, être terminées dans moins de 3 semaines. Avant de nous quitter cette photo clin d'œil, nous vous avons parlé souvent ici du petit Mathéo, ce jeune Isérois malade qui s'est fait soigner aux États-Unis. Eh bien, Mathéo a eu la chance cette semaine, comme vous le voyez, de rencontrer le Dalai Lama. C'était à Strasbourg, une rencontre tout en émotion pour Mathéo que vous pouvez continuer à soutenir sur sa page Facebook, Tous unis pour sauver Mathéo. Voilà, un rendez-vous à ne pas rater ce soir à partir de 23h40. Vous pourrez voir ou revoir les meilleurs moments de la parade de la Biennale de la danse sur France 3. D'ici là, passez tous une